Je dis juste que donc la rythmologie, c'est un domaine qui est extrêmement vaste en cardiologie, qu'on va voir durant cette conf. Et la rythmologie en 2020, c'est ça. D'accord? On met des sondes dans le cœur qui captent l'influx électrique de partout. On retranscrit ça en code couleur et ensuite on voit les circuits électriques qui tournent partout dans le cœur. Évidemment, ça c'est juste pour vous illustrer, hein, vous avez pas à savoir ça. Et donc, la rythmologie, ça comporte de très nombreux items. Évidemment, l'ITERM d'électrocardiogramme, l'AFA, tout ce qui est les troubles de conduction intracardiaque, les palpitations, les arrêts cardiaques, donc tout ce qui est d'origine rythmique. Et enfin, évidemment, l'item de malaise, lipotymie, perte de connaissance. Donc c'est la rythmologie, donc c'est très très vaste. J'ai pris le parti de vous faire toute la rythmologie en une seule conf. Donc ça va être une conférence qui va être très dense. Ok, je préfère vous l'annoncer dès maintenant. Va falloir rester accroché, surtout que, alors vous, je sais plus si de base vous êtes en présentiel ou pas et que ça a changé à cause du confinement, mais les confs en visio, c'est très difficile, d'accord, pour nous déjà, pour des conférenciers, parce que parler pendant 4 heures devant un écran, c'est pas très agréable, surtout qu'on voit pas vos têtes, donc on voit pas comment les messages sont perçus, et surtout pour vous, où rester concentré pendant 4 heures devant un écran, c'est extrêmement difficile, surtout qu'il n'y a plus le côté un peu vivant des confs. Donc ça va être chaud, mais tenez bon, on va y arriver ensemble. Pour le plan de la conf, on fera donc pour le premier dossier la syncope. Ensuite, on fera le deuxième dossier sur la fibrillation atriale. Généralement, ça prend autour de 2h15. D'accord? Donc probablement qu'on fera la pause vers 21h. Ensuite, une pause d'un quart d'heure. On fera les questions isolées, on balayera l'ensemble des ECG qu'on peut vous demander, notamment tout ce qui est troubles du rythme. Et enfin, le dernier dossier sur l'arrêt cardiaque, notamment les causes rythmiques d'arrêt cardiaque. Pour le collège, vous savez qu'il y a un collège de cardio qui est sorti l'an dernier, qui fait vraiment la référence en cardiologie. Ce que tous les pays connaissent par cœur, c'est les recommandations de la Société européenne de cardiologie, l'ESC, European Society of Cardiology. Et c'est vraiment ça les références, d'accord? Or, vous savez que ces recommandations sont régulièrement mises à jour. En 2015, il y a eu l'endocardite, l'insuffisance cardiaque en 2016, les valvulopathies, l'infarctus ST+, en 2017, la syncope en 2018, l'EP l'an dernier. Et là, il y a 2 mois, les nouvelles recommandations sur le SCA ST- et la fibrillation atriale. Évidemment, pour les items qu'on va voir ensemble aujourd'hui, les diapos sont à jour, c'est aussi l'objectif de ces confs. Pour l'AFA, pas de panique, d'accord. À l'échelle de l'ECN, il n'y a pas quasiment rien qui a changé par rapport aux dernières recos de 2016. Donc, ne vous en faites pas, vous n'avez pas à tout réapprendre sur la fibrillation atriale. Alors, c'est hyper important avant de commencer la conf que vous ayez en tête que le cœur, c'est un des organes qu'on maîtrise le mieux en médecine, d'accord? À tel point qu'on en vient à créer des cœurs artificiels. Vous avez peut-être suivi le Carmat, tout ça. Et donc, pour créer un organe artificiel, ça montre à tel point on maîtrise cet organe et on le connaît. Et donc, la pire chose que vous pourriez faire en cardiologie, c'est l'apprendre par cœur. Parce que déjà, ça va être chiant, mais surtout, vous n'y arriverez pas. Okay, donc, tout l'objectif de cette conf, c'est vraiment vous faire comprendre le pourquoi des choses, la physio, la physiopathe. Parce que si vous arrivez vraiment à comprendre les concepts de la cardiologie, et bien ensuite, les petits trucs de par cœur, vous le retiendrez beaucoup plus facilement et ça ne posera pas de problème. Ok, on va démarrer. Alors, je pars du principe que vous avez fait les dossiers, donc je vais lire un peu rapidement. En premier dossier sur la syncope, thème extrêmement classique, hein, tombé en 2017 et 2018. Ok, c'est vraiment quelque chose de très fréquent en cardiologie ou aux urgences. Alors, on vous dit, vous êtes de garde un soir aux urgences et alors que blablabla, les urgences vous appellent pour un patient de 70 ans, Monsieur Tombé, qui a été amené par les pompiers pour une perte de connaissance. En l'interrogeant, il vous raconte qu'il achetait tranquillement son pain avec sa femme quand soudainement il perdit connaissance. Il se réveilla par terre avec quelques personnes qui s'étaient attroupées autour de lui. Il ne se sentait pas confiant à son réveil et sa femme lui a dit que ses mains auraient tremblé durant quelques secondes. Il n'a pas d'antécédent hormis un cancer de prostate en rémission traité par chirurgie. À l'examen clinique, vous avez une pression artérielle un petit peu élevée, normocarde, des bruits du cœur sans souffle régulier. Vous remarquez que le caleçon de votre patient est mouillé d'urine et qu'il a une plaie de l'arcade sourcilière. Le reste de l'examen clinique est sans particularité. Et on vous demande quelle est votre principale hypothèse diagnostique. Alors, la syncope, c'est une perte de connaissance brutale, de courte durée, avec une reprise de conscience immédiate. Ce qui fait qu'on fait cette perte de connaissance, c'est qu'on a une diminution du débit cérébral de quelques secondes, ok? Et en fait, votre cerveau, il suffit que pendant quelques secondes, il ne soit plus perfusé pour que, hop, on tombe par terre. Bon.
Le phénomène de Stokes-Adams, ça veut juste dire syncope d'origine rythmique. Personne n'utilise ce terme-là, mais c'est encore écrit dans votre collège. Et la lipothémie, c'est un malaise, mais qui va pas jusqu'à la perte complète de connaissance. Donc en fait, c'est une diminution du débit cérébral, mais pas assez longtemps pour entraîner la perte de connaissance. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que devant une syncope, eh bien, il y a le même bilan à tenir, la même conduite à tenir que devant une syncope. L'hypothémie, même bilan que devant une syncope. Donc les bonnes réponses ici, c'était syncope ou phénomène de Stokes-Adams. De manière générale, devant une perte de connaissance, quels arguments vont à l'encontre du diagnostic de syncope? Alors, ça, c'est important, j'aime bien vous piéger là-dessus. Les myoclonies, c'est fréquent dans la syncope, d'accord? Juste, elles sont de courte durée et elles débutent après la perte de connaissance, d'accord? Parce que souvent, on associe une myoclonie à l'épilepsie, mais pas forcément, d'accord? On peut très bien retrouver les myoclonies dans la syncope. Et l'autre chose, c'est la perte d'urine, d'accord? Pareil, la perte d'urine, souvent on associe ça un peu à l'épilepsie, mais non, c'est aussi fréquent dans la syncope, parce qu'en fait, dans la syncope, qu'est-ce qui fait qu'on tombe par terre? C'est qu'on a un relâchement de tous les tonus musculaires, dont les tonus sphinctériens, donc c'est pour ça qu'ils peuvent aussi très bien perdre leurs urines. En revanche, ce qui est vraiment spécifique de l'épilepsie, c'est la morsure de langue sur le côté, ok? Et un autre élément très important pour l'ECN ou pour la vraie vie, la confusion post-critique. C'est-à-dire qu'un patient qui fait une syncope, quand il se réveille, il est tout de suite bien, il est tout de suite là, et en fait, il se réveille là où il est tombé, et puis il se dit, ah tiens, pourquoi il y a du monde autour, etc. Alors qu'un patient qui a fait une crise d'épilepsie, au moment où il se réveille, il est complètement dans les vapes, et le moment où il revient vraiment avec nous, c'est dans le camion des pompiers, donc vous voyez, beaucoup plus longtemps après. Donc, réponse D. Alors, il y en a qui disent morsure sur le bout de la langue, la syncope, ça peut donner ça, parce que quand on tombe, on peut tomber sur le bout de la langue. Bon, ok. Mais disons qu'en tout cas, la morsure sur le côté de la langue, ça, c'est vraiment l'épilepsie. Quelles sont les causes de syncope que vous connaissez? Alors, quand vous avez une listing de choses comme ça à apprendre, faut pas juste les apprendre par cœur. Faut repartir de qu'est-ce que c'est qu'une syncope. Une syncope, c'est une hypoperfusion cérébrale. Et ensuite, vous réfléchissez à quelles sont les causes qui peuvent me donner une diminution du débit cérébral. Eh bien, soit on a un arrêt du débit cardiaque, qui peut être soit de cause électrique avec un trouble de conduction, une bradycardie, ou alors un trouble du rythme, une tachycardie. Je vous rappelle les nomenclatures, hein. Trouble de conduction, c'est tout ce qui relève des bradycardies, donc les BSA, les blocs, les BAV. Et les troubles du rythme, c'est tout ce qui relève des tachycardies, qu'on dichotomise en supraventriculaire ou ventriculaire. Bon. Donc bradycardie, soit le cœur est trop lent, tachycardie, le cœur est tellement rapide que du coup, il a à peine le temps de se remplir que directement il se contracte. Du coup, il a le temps de se remplir de quasiment rien. Et donc forcément, à l'étape d'après, il éjecte quasiment rien comme ça vers la aorte. Soit on a une cause mécanique à l'arrêt du débit cardiaque avec une obstruction à l'éjection du cœur. Et donc là, on retrouve toutes les causes d'une embolie pulmonaire massive avec un caillot tellement gros dans l'artère pulmonaire que du coup, le sang ne peut plus passer, donc il ne peut plus aller remplir les ventricules gauche, du coup, il ne peut plus être éjecté vers l'aorte. Une thrombose de valve mécanique mal anticoagulée, une tamponnade avec tellement de liquide autour du cœur que ça finit par appuyer sur les cavités cardiaques, sur les cavités droites, et du coup, le cœur il ne se remplit plus. Un myxome obstructif de l'oreillette gauche, ça, je vous le mets juste parce que c'est écrit dans votre collège pour que vous sachiez ce que c'est. Un myxome, c'est une tumeur. Donc, en fait, c'est une tumeur de l'oreillette gauche et qui, de temps en temps, vous voyez, je vous en ai filmé une là, peut venir s'enclaver, vous voyez, dans la valve mitrale. Et du coup, forcément, ça coupe le débit, d'où la syncope. Et enfin, on retrouve des causes de rétrécissement aortique serré. D'accord? La valve aortique, parfois, elle s'ouvre très peu, voire elle s'ouvre tellement plus que ça fait une syncope. Ou la cardiomyopathie hypertrophique, qui survient notamment à l'effort. La CMH, l'idée, c'est que c'est une hypertrophie du ventricule gauche génétique très importante. Vous voyez, parfois, là, vous avez un cœur normal. Et parfois, là, vous pouvez avoir une hypertrophie du septum tellement importante que ça vient boucher l'orifice de sortie du ventricule gauche vers l'aorte. D'accord? Et du coup, faire une syncope. Et ça survient notamment à l'effort, parce qu'à l'effort, le ventricule se contracte plus fort. Du coup, cette hypertrophie, là, le septum, il va plus par là-bas, donc il peut plus boucher la sortie du sang vers l'aorte. Donc, soit on a un arrêt du débit cardiaque, soit on a une hypotension qui peut être de deux types, l'hypotension orthostatique avec un contexte de levée ou l'hypotension réflexe dite vasovagale. Bon. Donc, les bonnes réponses ici, c'était A, B, C, D. Okay, quand vous avez ce genre de questions, vous vous dites, OK, est-ce que ça peut m'entraîner une diminution du débit cérébral? Si oui, vous cochez. Ensuite, maintenant, deux questions sur les hypotensions. Alors, orthostatique et vasovagale, et je vais aller très rapidement là-dessus, parce que généralement, vous maîtrisez bien, mais
il tape quand même parfois dans les coins à l'ECN à propos de ces questions-là, notamment l'hypotension orthostatique. Donc c'est pour ça on va voir juste 2-3 notions. Donc les syncopes par hypotension, donc d'abord donc l'hypotension orthostatique, c'est ce qu'on vous fait chier à chaque fois de faire, qui est définie comme une chute de la PAS de plus de 20 mm de mercure, ou de la PAD de plus de 10 mm de mercure, ou de la PAS en absolu à moins de 90 mm de mercure. Mais bon, ça, pas tout le monde est d'accord, parce que c'est vrai que si la patiente part de 92 et qu'elle passe de 80 à 88, c'est peut-être pas significatif. Mais bon, on va pas vous piéger sur ça. Pour le diagnostic, il faut évidemment un contexte de levée brutale. Et normalement, quand on a une hypotension, eh bien, les nerfs de vos vaisseaux sont censés capter cette hypotension et ensuite dire à votre cœur de s'accélérer pour compenser. Donc ça, c'est un mécanisme adapté. Donc là, on a toutes les causes donc secondaires à une hypovolémie, une anémie, des médicaments antihypertenseurs ou une insuffisance veineuse où du coup le sang stagne en bas des jambes, il n'arrive plus à remonter vers le haut du corps. Soit on a une bradycardie dite paradoxale parce que c'est pas normal d'avoir une bradycardie dans une hypotension. Ça veut dire que vos nerfs qui sont sur vos vaisseaux n'ont pas capté l'hypotension, du coup, sont pas allés dire au cœur de s'accélérer. Donc, c'est un problème de nerfs. Donc, on dit que c'est une hypotension orthostatique neurogène. Et là, on rentre dans toutes les causes de dysautonomie, Parkinson, Guillain-Barré et compagnie. Vous pouvez complètement avoir, le jour de l'ECN, un dossier de Parkinson dont les 3 premières questions, c'est une hypotension, une syncope par hypotension orthostatique, on vous met un test, une bradycardie paradoxale, et il faut évoquer le Parkinson. Bon. Donc pour les diagnostics, il faut au moins un test positif et une clinique au moins compatible. Pour le traitement, on dit au papy de se lever progressivement bord du lit, on diminue les traitements antihypertenseurs si possible. Alors certes, le reste du temps, il sera plus hypertendu, mais chez un patient de 85 ans, est-ce qu'on préfère qu'il soit tout le temps à 155 de systolique et que ça se passe bien, ou alors qu'il soit parfaitement contrôlé à 130, que de temps en temps il fasse de l'hypotension orthostatique, il chute, il tombe, il se casse le col du fémur, il fasse un embolie pulmonaire et il meurt. Bon, ok, c'est ça la vraie vie. Bien boire et manger salé pour augmenter la volémie et donc la pression artérielle, des bas de contention pour appuyer sur le sang des jambes pour qu'il remonte vers le haut du corps, une contraction isométrique musculaire où on dit au papy que quand il se lève, il sent partir, il prend ses mains comme ça, il serre très fort, et ça augmente la pression artérielle. Plus ou moins si on s'en sort pas de la fludrocortisone, okay, ça ils l'ont demandé à l'ECN en 2017 ou 2018, je sais plus. Où l'idée, la fludrocortisone, c'est que c'est un agoniste des récepteurs minéralocorticoïdes dans les reins, donc ça va réabsorber le sodium, donc augmenter la volémie, plus ou moins, de l'amidodrine. Bon. Pour l'hypotension réflexe vasovagale, donc ça c'est une hypotension due à une hyperstimulation vagale, et en fait le nerf vague, il est branché sur vos vaisseaux, il entraîne une vasoplégie, mais le nerf vague, il est aussi branché sur votre cœur, et quand il est stimulé, il ralentit le cœur, il entraîne une bradycardie. Donc on a une hypotension par 2 mécanismes, une vasoplégie et une bradycardie. Et donc là, évidemment, il faut un facteur déclenchant, une stimulation vagale, que ce soit une augmentation de la pression abdominale, par exemple aux toilettes, ou la situationnelle, à la vue de sang, d'une odeur ou quoi. En gros, pensez au P2 qui pour la première fois va au bloc opératoire, voit un peu de sang et tombe par terre, quoi. En tout cas, ce qui est très important, et c'est sur quoi ils vous attendent, c'est que l'hypotension vasovagale, il y a des prodromes, d'accord? Ça veut dire qu'avant de perdre connaissance, le patient, il n'est pas bien, il a des sueurs, il est pâle, il a des nausées, d'accord? Il y a des prodromes. Ça, c'est vraiment très important. Si on a un doute sur le diagnostic vagal ou pas de l'hypotension, on peut faire un type test, où en fait, le type test, on va allonger le patient en l'attachant comme ça, et puis on va le mettre debout pendant 30 à 45 minutes. Et en fait, le fait d'être debout comme ça stimule le nerf vague. Et donc, si de base, le patient est très sensible au vagal, eh bien, il va reproduire la syncope. Pour le traitement, on réassure, c'est pas grave, on évite la déshydratation et les facteurs déclenchants, on diminue les traitements antihypertenseurs si possible, on apprend aux patients à reconnaître les prodromes et quand ils arrivent, contraction isométrique musculaire et on s'assoit avant de tomber par terre. Et si vraiment on s'en sort pas, on peut faire du TIT training. En fait, on va faire aux patients 50, 100 TIT tests jusqu'à ce qu'ils s'habituent et qu'ils arrêtent de perdre connaissance, plus ou moins de la fludrocortisone si on s'en sort pas. D'accord? Alors, maintenant un point sur l'hyperréflexie carotidienne. Donc, au niveau de vos carotides ici, vous avez des barorécepteurs qui, quand ils sont stimulés, stimulent le nerf vague. Le nerf vague, il est branché sur le cœur et quand il est stimulé, il ralentit le cœur. Il y a des patients qui sont extrêmement sensibles à ces barorécepteurs et du coup, dès qu'ils les stimulent, donc par exemple, dès qu'ils se rasent ou qu'ils portent un col de chemise un peu trop serré, eh bien, ils vont stimuler ce barorécepteur et du coup, stimuler le vague et faire une bradycardie et une syncope. Donc, c'est pour ça que les recommandations EVC 2018 vous disent qu'il faut faire un massage sino-carotidien systématique pour toute syncope de plus de 40 ans. Okay, donc, dans l'idée,
Et donc, attention, évidemment, toujours ausculter la carotide du patient avant, parce que si vous entendez un souffle, c'est qu'il y a une sténose carotidienne, donc une plaque d'athérome. Donc, si vous massez un peu fort, vous pouvez décrocher la plaque d'athérome, faire un AVC. Ça, c'est pas très classe. Ok, donc dans l'idée, on allonge le patient avec un ECG en continu, on fait le massage et on voit si on déclenche une bradycardie. On peut imputer la syncope au massage seulement s'il entraîne une pause de plus de 3 secondes avec une reproduction de la symptomatologie. D'accord? Une pause de 4 secondes isolée, ça ne suffit pas pour poser le diagnostic. Ou alors on vous dit plus de 6 secondes en absolu, mais quand ils sont à plus de 6 secondes, ils sont tout le temps symptomatiques. Donc, oubliez ce truc-là, ça fait des trucs en moins, vous retenez plus de 3 secondes symptomatiques, ça pose le diagnostic. Ça, c'est juste un patient avec qui on avait fait un massage. Vous voyez, là, je commence le massage ici et hop, plus de son, plus de lumière. Okay. Là, c'est un patient donc, qui est scopé. En vert, vous avez la fréquence cardiaque, en rouge, la pression artérielle. Là, je commence le massage, plus de fréquence cardiaque, forcément, plus de pression artérielle et forcément, le patient est syncope. Et là, il avait mis un peu de temps avant de remonter. C'était un peu flippant. Enfin bref. OK, donc, vous voyez ce principe-là du massage. Ensuite, il était reparti. Et donc, on vous dit de manière générale, quelles sont parmi les propositions suivantes les réponses exactes? Eh bien, les réponses bonnes, c'était la E pour la 4 et la 5. Les réponses bonnes, c'était la A et la D. Ok, je suis allé un peu vite. Possible de répéter les critères. Pause de plus de 3 secondes avec reproduction de la symptomatologie. Donc, tu fais le massage, il dit « Oula, je me sens partir » et tu as une pause de plus de 3 secondes. Ensuite, on revient à notre patient. On vous dit quel bilan réalisez-vous pour sa syncope. Alors, les recommandations essai vous disent que devant toute syncope, il faut ausculter, évidemment à la recherche d'un souffle, notamment un souffle de rétrécissement aortique. Il faut faire un électrocardiogramme, un massage sino-carotidien s'il a plus de 40 ans. Pour vous, retenez massage sino-carotidien systématique, d'accord? Votre patient, il aura forcément plus de 40 ans à l'ECN s'il fait une syncope. Un test d'hypotension orthostatique, ok, tout ça, ça coûte rien, donc on le fait assez systématiquement. On va faire une glycémie et un ionogramme sanguin. Un iono pour rechercher une hypokaliémie, une dyskaliémie. Donc, soit une hypokaliémie qui ferait suggérer un trouble du rythme, soit une hyperkaliémie qui ferait suggérer un trouble de conduction. On va doser une glycémie. Alors, la glycémie, pas tout le monde est d'accord. En gros, on vous dit que tout truc neuro, quel qu'il soit, doit faire doser une glycémie parce que l'hypoglycémie peut tout donner. Alors, certes, mais une syncope typique à l'emporte-pièce, une hypoglycémie, ça donne pas ça. Mais d'un autre côté, tout patient qui arrive aux urgences a une glycémie au doigt par l'infirmière d'accueil. Donc bref, vous ne prenez pas la tête là-dessus, on ne vous piégera pas sur la glycémie. Et on fait une échographie cardiaque transthoracique très facilement si on pense qu'il y a une origine cardiaque à la syncope. En tout cas, les recommandations disent clairement qu'on ne fait pas d'imagerie cérébrale systématique si on ne suspecte pas un AVC ou une crise d'épilepsie. Et ça, c'est important. Sauf si on vous dit que votre patient a fait une syncope traumatisante avec un traumatisme crânien et qu'il est sous antiagrégant ou sous anticoagulant. Alors là, oui, on va faire un scanner cérébral non injecté pour rechercher un saignement intracrânien, mais en tout cas, ce n'est pas systématique. Alors, une syncope avec un traumatisme, c'est très évocateur d'une origine cardiaque, d'accord? Parce que les syncopes vasovagales, généralement, ils ont des prodromes avant, qu'ils ont le temps de s'asseoir avant de tomber par terre. Les syncopes cardiaques, c'est vraiment trembler, ils tombent comme ça dans la rue, et du coup, généralement, il y a un traumatisme. Donc, quel bilan réalisez-vous pour sa syncope? Eh bien, ECG, ETT et test d'hypotension orthostatique. Après avoir suturé la plaie de l'arcade sourcilière, votre externe fin de zèle réalise un test d'hypotension orthostatique et un massage sino-carotidien qui sont négatifs. Vous réalisez le CG suivant et on vous demande de l'interpréter. Alors, on va faire un gros point sur le CG, d'accord? Parce que maintenant, le CG, il y en a donc des tonnes, tous les ECN, d'accord? Avec les questions isolées, on en met beaucoup. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien maîtriser. Et souvent, nous, les internes de cardio, quand on est appelé aux urgences pour un avis CG, on est là, on prend le CG, on a l'air hyper concentré, tout le monde se tait autour, ils se disent, waouh, il doit réfléchir de ouf et tout, mais trop pas, d'accord, c'est que du bluff, ok? On applique juste des algorithmes assez simples que je vais essayer de vous partager, parce que pareil, si vous arrivez à les comprendre, vous retiendrez beaucoup mieux. Alors, tout d'abord, l'accès du cœur. Vous avez plein de méthodes dans vos bouquins, je vous conseille vraiment celle-ci, qui est la plus simple et qui marche à tous les coups. Donc, là, le patient, vous le regardez de face, d'accord? Vous avez la gauche ici, la droite ici. Vous avez 3 dérivations à connaître. D1 qui est vers la droite, AVF qui est vers le bas, F comme foot en anglais, pied en bas, et celle qui est relou à connaître mais que vous devez connaître, qui est D2 ici. Bon.
l'axe il est considéré comme normal, non pas entre 0 degré et plus 90 degrés, mais entre moins 30 degrés et plus 90 degrés. Donc, pour connaître l'axe du QR, il faut commencer par regarder l'aspect des QRS en D1. S'ils sont plutôt positifs en D1, eh bien vous êtes à droite du schéma ici. Ensuite, vous regardez l'aspect des QRS en AVF. S'ils sont positifs en AVF, vous êtes en bas. Donc, si vous êtes positif en D1 et positif en AVF, eh bien, ce qui est en commun, c'est ici. Donc, l'axe, il est normal. Maintenant, si vous êtes positif en D1, mais négatif en AVF, dans ce cas-là, vous êtes dans ce cadran-là, et bien là, vous ne savez pas si vous êtes là et que l'axe est encore normal, ou si vous êtes là et que l'axe est hypergauche. Et bien là, la technique, c'est d'aller regarder en D2, puisque le perpendiculaire de D2, c'est pile ça. Donc, si vous êtes positif en D2, vous êtes là, donc là, et l'axe est encore normal. Alors que si vous êtes négatif en D2, vous êtes là, donc là, et l'axe est hypergauche. Et ça, c'est à bien avoir en tête. Hein. Il y a 2-3 ans, là, il y avait eu un SCN blanc national. Ils avaient mis un axe positif en D1, négatif en AVF. Tout le monde avait coché axe hypergauche, alors qu'en D2, c'était encore positif. Tout le monde s'est viandé. Okay. Et enfin, si de base vos QRS sont négatifs en D1, eh bien vous aurez un axe hyper droit. Okay. Généralement, AVF sera positif ici. C'est très rare les axes ici, c'est souvent les axes aberrants, c'est souvent les mauvaises positions d'électrodes. Et donc, votre axe sera hyper droit. On se fait 2-3 exemples. Donc là, en D1, mes QRS sont plutôt positifs, plutôt au-dessus de la ligne de base. En AVF, ils sont au-dessus de la ligne de base, ils sont positifs. Donc je suis positif en D1, positif en AVF. Je suis dans le cadran en bas à droite, je suis dans l'axe normal. Maintenant ici, mes QRS, ils sont négatifs en D1. Je suis à la gauche de mon cercle là. Je peux regarder en AVF, mais a priori, ça sera positif. En effet, c'est positif. Donc je suis dans le cadran là en bas à gauche. J'ai un axe hyper droit. Et enfin, l'exemple qu'il faut bien avoir en tête, qui est celui-ci. Ici, en D1, mes QRS sont plutôt positifs. OK. Là, en AVF, mes QRS sont négatifs. OK. Donc, je suis positif en D1, négatif en AVF. Donc, je suis positif en D1, négatif en AVF. Donc, je suis dans ce cadran-là. Pour savoir si je suis là ou là, il faut que je regarde en D2. Ici, en D2, mes QRS étaient plutôt négatifs. D'accord. Donc, je suis là, donc là. Et l'axe est hyper gauche. OK. Ensuite, l'histoire des blocs de branches. Alors, on revient là à la base, mais c'est important d'avoir ça en tête pour la suite. L'influx, normalement, il part du nœud sinusal, d'accord? Il va dépolariser les deux oreillettes, ce qui donne l'onde P à l'ECG. Puis l'influx, il arrive au niveau du nœud atrioventriculaire où il s'arrête, vraiment il marque une pause, ce qui se traduit par l'espace PR qui est tout plat. Et ensuite, la dépolarisation des ventricules qui donne le QRS et l'onde T, la repolarisation. Bon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dépolarisation d'un ventricule, ça donne un QRS. Et vu que vos deux ventricules se dépolarisent en même temps, eh ben les deux QRS de vos deux ventricules sont superposés, et du coup, vous en voyez qu'un, et il est fin. Bon. Maintenant, si pour une raison, quelle qu'elle soit, par exemple un bloc de branche, vos deux ventricules ne se dépolarisent plus en même temps, eh bien vous allez voir votre QRS qui va s'élargir avec un premier pic qui correspond au QRS du premier ventricule qui se dépolarise et un deuxième pic qui correspond au QRS du deuxième ventricule qui se dépolarise avec retard. Donc par exemple ici, mettons, on a un bloc de branche gauche. Donc la branche gauche, elle est coupée. Vous avez l'influx qui arrive ici. Ici, il ne peut pas passer là parce que c'est bloqué. Donc l'influx va d'abord venir dépolariser le ventricule droit, puis avec retard par en dessous, le ventricule gauche. Et donc à l'ECG, vous allez voir un aspect de, moi, ce que j'appelle double pic positif, où vous voyez un premier pic qui correspond au QRS du premier ventricule qui se dépolarise, et un deuxième pic qui correspond au QRS du deuxième ventricule qui se dépolarise avec retard. Okay, donc vous voyez votre QRS qui s'élargit avec un double pic positif. Moi, j'appelle ça double pic positif, vous pouvez appeler ça M, en règle de lapin, ce que vous voulez, moi j'appelle ça un double pic positif. Bon. Maintenant, on commence à voir si c'est un bloc de branche droite ou un bloc de branche gauche. Eh bien, vous avez déjà tous fait des ECG. Vous savez que vous avez V1, V2, V3, V4, V5, V6. Donc, V1, V2, c'est plutôt à la droite du malade et V5, V6, plutôt à la gauche du malade. Donc, si vous avez votre double pic positif en V1 ou V2, c'est à droite. Donc, c'est un bloc de branche droit. Si vous avez votre double pic positif en V5 ou V6, c'est à gauche. Donc, c'est un bloc de branche gauche. OK? Donc, la technique, si on vous propose bloc de branche dans un QCM, comment il faut réfléchir? Première question, est-ce que les QRS sont élargis à plus de 120 millisecondes pour un bloc complet ou à plus de 100 millisecondes pour un bloc incomplet? Si de base vos QRS sont fins, eh bien c'est que forcément vos deux ventricules se dépolarisent en même temps, donc forcément il n'y a pas de bloc de branche. Donc sinon, je coche pas. S'ils sont élargis, eh bien je commence, vraiment faites ça, je vous assure, vous ne vous tromperez pas, je commence par rechercher un aspect de double pic positif en V1 ou V2.
Si je l'ai, je m'arrête là. C'est un bloc de branche droit. Si je ne l'ai pas, je recherche le double pic positif en V5 ou V6. Si je l'ai, je m'arrête là. C'est un bloc de branche gauche. Donc, on se fait 2-3 exemples. Là, j'ai des QRS qui sont visiblement élargis. Donc, mes deux ventricules ne se dépolarisent pas en même temps. Donc, j'ai un bloc de branche. Pour savoir si c'est droit ou gauche, je commence par rechercher un aspect de double pic positif en V1 ou V2. Est-ce que je l'ai? La réponse est oui. Je m'arrête là. C'est un bloc de branche droit. Maintenant ici, pareil, j'ai des QRS qui sont élargis. Donc, j'ai un bloc de branche. Pour savoir si c'est droit ou gauche, je commence par rechercher un aspect de double pic positif en V1 ou V2. Est-ce que je l'ai? La réponse est non. Donc, je recherche ce double pic positif en V5 ou V6 et je vois qu'en V6, je l'ai. Je m'arrête là. C'est un bloc de branche gauche. Ok, avec un premier pic qui correspond au QRS du ventricule droit qui se dépolarise en premier et un deuxième pic qui correspond au QRS du ventricule gauche qui se dépolarise avec retard. Bon. Maintenant, alors je sais pas si j'ai la caméra, si elle est bien réglée. Ouais, elle est, hop là, ouais, elle est bien réglée. Maintenant, alors niveau D4, niveau ECN. Parfois, donc regardez-moi, normalement le cœur il est comme ça et V5, V6 qui sont là, ça regarde à gauche du cœur. Parfois, dans le bloc de branche gauche, l'axe du cœur il est tellement dévié vers la gauche que les électrodes qui regardent à gauche du cœur, c'est plus V5, V6, mais les électrodes qui sont là et là, qui s'appellent B1, AVL. Ok? Et donc, parfois, dans le bloc, vous pouvez avoir un ECG suivant. Là, vous avez des QRS qui sont élargis, donc un bloc de branche. Vous commencez par rechercher un aspect de double pic positif en V1 ou V2. Vous ne l'avez pas. Donc, vous le recherchez en V5 ou V6. Vous ne l'avez pas non plus. Et bien là, la technique, c'est d'aller le rechercher en D1 ou AVL. Il sera forcément là. Vous avez ma parole. Et en effet, il est là. Et c'est que c'est un bloc de branche gauche. Ok, ça, je vous en parle. Enfin, je vous en parlais déjà depuis 3 ans, mais parce que il y a un an, en 2019, ils ont mis un ECG où, avec un bloc de branche, le bloc de branche gauche et le double pic positif, il était pas de V1 V6, il était en D1 VL. C'est un bloc de branche gauche. Ok, donc ça, faut bien avoir ça en tête. Donc, la méthode finale, si on vous propose bloc de branche dans un QCM, comment réfléchir de manière la plus simple et sans jamais vous tromper. Première question, est-ce que les QRS sont élargis? Sinon, je coche pas. Si oui, je commence par rechercher un aspect de double pic positif en V1 ou V2. Si je l'ai, je m'arrête là, c'est un bloc de branche droit. Si je ne l'ai pas, je descends et je le recherche en V5 ou V6. Si je l'ai, je m'arrête là, c'est un bloc de branche gauche. Si je ne l'ai pas, je le recherche en D1 ou AVL et il sera forcément là et c'est que c'est aussi un bloc de branche gauche. Ok, avec ça, vous avez bon QCM. Pas besoin de vous emmerder à prendre les ondes S traînantes, aspect QS, en V1, V2, je sais pas quoi. Ok, juste avec ça, vous avez bon QCM. Et même si vraiment vous avez la flemme d'apprendre et vous voulez simplifier au maximum, vous pouvez même juste dire, alors, pour le CN, ça marche. Dans la vraie vie, pas toujours. Mais pour l'externat, comme c'est des choses simples, ça marche toujours. C'est de se dire, est-ce que les QRS sont élargis ou pas? Bon, sinon, je coche pas. Si oui, faut regarder juste l'aspect des QRS en V1, V2. S'ils sont positifs, c'est un bloc de branche droit. S'ils sont négatifs, c'est un bloc de branche gauche. Ok, vous pouvez même juste faire ça, généralement ça marche. Alors, c'est pas très rigoureux, intellectuellement, on préfère qu'on a bien le double pic positif et tout, mais vous pouvez même juste faire ça et ça marche. Donc, le CG de notre patient. Alors, on peut même juste dire, même juste en V1, mais on va simplifier au maximum. Regardez juste en V1. Si c'est positif, bloc de branche droite. Si négatif, bloc de branche gauche. Donc, notre ECG. Qu'est-ce qu'on avait? Alors, tout d'abord, l'axe du cœur. Alors là, en D1, mes QRS sont plutôt au-dessus de la ligne de base, plutôt positifs. OK, en AVF, mes QRS sont négatifs. Donc, je suis positif en D1, négatif en AVF. Donc, je suis positif en D1, négatif en AVF. Donc, je suis dans ce cadran-là. Pour savoir si je suis là ou là, eh bien, je regarde en D2. En D2, ici, mes QRS sont plutôt négatifs. Donc, je suis là, donc là. Et l'axe est hyper gauche. OK. Ensuite, on me demande est-ce que j'ai un bloc de branche et si oui, est-ce qu'il est droit ou gauche? Donc, première question, est-ce que mes QRS sont élargis? Oui, donc mes deux ventricules ne se dépolarisent pas en même temps, donc j'ai un bloc de branche. Pour savoir si c'est droit ou gauche, je commence par rechercher un aspect de double pic positif en V1 ou V2. Est-ce que je l'ai? La réponse est oui. Je m'arrête là. C'est un bloc de branche droit.
Méthode flemmard, je regarde en V1. En V1, est-ce que c'est positif? Oui, bloc de branche droit. Ensuite, on me demande hémibloc antérieur gauche. Alors, hémibloc antérieur gauche, HBAG, égale axe hyper gauche, sans bloc de branche gauche qui l'explique, et sans HVG non plus, hypertrophie ventriculaire gauche, le truc du Sokolov. Donc, si on vous propose hémibloc antérieur gauche dans un QCM qui tombe tous les ans à l'ECM, vous devez regarder si l'axe est hyper gauche ou pas. S'il n'est pas hyper gauche, vous ne cochez pas. S'il est hyper gauche, vous regardez, est-ce que j'ai un bloc de branche gauche qui peut m'expliquer cet axe hyper gauche? Si oui, eh bien c'est que l'axe hyper gauche est dû au bloc de branche gauche. Sinon, c'est que c'est un hémibloc antérieur gauche. Ok? En fait, si vous voulez, le rationnel de ça, c'est que vous savez que vous avez une branche droite et une branche gauche qui se divise en branche antérieure gauche et branche postérieure gauche. Ce qui fait que l'axe du cœur se dévie vers la gauche, c'est quand la branche antérieure gauche est coupée. Donc, quand vous avez un axe hyper gauche, eh bien, soit vous avez un bloc de branche gauche, donc avec les deux branches antérieures et postérieures coupées, donc, dont la branche antérieure du coup qui est coupée. Donc, c'est pour ça que ça explique l'axe hyper gauche. Alors que si vous avez un axe hyper gauche, mais sans bloc de branche gauche, eh bien, ça veut dire que seule votre branche antérieure gauche est coupée. Donc, c'est un hémi-bloc antérieur gauche. Ouais. On élimine aussi l'AGG électrique parce que quand on a une hypertrophie ventriculaire gauche, eh bien, du coup, on a beaucoup plus de myocytes dans le ventricule gauche et du coup, ça attire toute l'électricité vers eux et donc ça peut dévier l'axe du cœur vers la gauche. Pour l'hémibloc postérieur gauche. Alors, hémibloc postérieur gauche égale axe hyper droit, point. Okay, il n'y a pas le sans bloc de branche droit. C'est hémibloc postérieur gauche égale axe hyper droit. Donc, on me demandait ici, est-ce que j'avais un hémibloc antérieur gauche? Alors, est-ce que j'avais un axe hyper gauche? Oui. Est-ce que j'avais un bloc de branche gauche qui l'expliquait? Non. J'ai donc un hémibloc antérieur gauche. Ensuite, enfin, on me demande est-ce que j'ai un bloc bifasciculaire? Alors, j'ai un bloc de branche droit et un hémibloc antérieur gauche. J'ai deux blocs. J'ai donc un bloc bifasciculaire. Okay, pour les blocs fasciculaires, vous comptez le nombre de blocs que vous avez. Donc, axe hyper gauche, bloc de branche droit, hémibloc antérieur gauche et bloc bifasciculaire. Okay, les branches fasciculaires. Les branches fasciculaires, c'est donc la branche droite, la branche antérieure gauche et la branche postérieure gauche. Alors, pas besoin de vérifier Q1 S3. Alors, j'imagine que c'est pour les blocs de branches. Non, on s'en fiche. On me demande, mais c'est pas un bloc trifasciculaire. Alors, un bloc trifasciculaire, la définition d'un bloc trifasciculaire. Donc, les branches fasciculaires, c'est la branche droite, l'hémibranche antérieure, la branche antérieure gauche et la branche postérieure gauche. Bon. Et vous les comptez. Donc, un bloc trifasciculaire, c'est quand les trois branches sont abîmées. Donc, c'est soit un bloc de branche droite avec un hémibloc antérieur gauche, ok. Et vous refaites un ECG quelques minutes après, et l'hémibloc antérieur gauche devient un hémibloc postérieur gauche. Donc là, il est passé d'hyper gauche à hyper droit. Donc là, ça veut dire que les trois branches sont abîmées. Donc c'est un bloc trifasciculaire, d'accord? C'est un équivalent de BAV3, ça pose un pacemaker. Ou l'autre type de bloc trifasciculaire, c'est si vous avez un bloc de branche droite, puis vous faites le CG quelques minutes après, et c'est devenu un bloc de branche gauche. D'accord? Et donc dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous avez la branche droite abîmée et la branche gauche. Donc le bloc de branche gauche, en soi, c'est un bloc bifasciculaire en soi, parce qu'il y a la branche antérieure et postérieure gauche qui sont touchées, même si on l'utilise rarement dans ce terme-là. Donc si vous avez du coup un bloc de branche droite qui alterne avec un bloc de branche gauche, bien se dire que vous avez vos trois branches qui sont abîmées. C'est un bloc trifasciculaire, c'est un équivalent de BAV3. Faites gaffe juste, si vous avez un bloc de branche droit, un hémibloc antérieur gauche et un BAV1, ça s'appelle un bloc bifasciculaire avec BAV1. D'accord? Le BAV1, il est dans le nœud, ça fait pas partie des branches fasciculaires, donc ça compte pas comme une branche fasciculaire. Ok, faites gaffe. D'ailleurs, c'est écrit très clairement, ça, il me semble, à la page 253 de votre collège. Le bloc droit ne donne pas forcément d'axe droit, non, pas forcément. Ok. C'est un bloc à bascule, le trifasciculaire en gros, oui, si tu veux. Alors, maintenant, les extrasystoles. Alors, on vous demande de savoir dire si elles sont supraventriculaires ou ventriculaires. Alors, si vous avez compris ce qu'on vient de dire,
c'est le même principe. C'est-à-dire qu'une extrasystole, donc c'est une cellule quelque part dans le cœur qui va se décharger. Donc vous allez avoir un QRS qui arrive plus tôt que prévu. Et derrière, le cœur, il vient de se prendre une châtaigne pour laquelle il n'était pas préparé. Bien, le temps qu'il retrouve ses esprits, il y a un repos compensateur. Donc une extrasystole, c'est un QRS précoce avec un repos compensateur. Vous voyez ici, là, tout est régulier, tout est bien, et tout d'un coup, un QRS qui arrive plutôt que prévu avec un repos compensateur. Une extrasystole, si l'extrasystole est supraventriculaire, donc là, vous avez oreillette droite, ventricule droit, oreillette gauche, ventricule gauche. Donc si votre extrasystole, elle vient d'ici, elle est atriale, bien du coup, l'influx va partir d'ici, et il va venir descendre et dépolariser les deux ventricules en même temps. Donc, le QRS sera fin, et il aura la même tête que ceux en nœud sinusal avant. Alors que si vous avez une extrasystole ventriculaire qui provient d'un des deux ventricules, donc par exemple ici, eh bien forcément, le ventricule d'où part l'extrasystole, il va se dépolariser avant l'autre. Donc les deux ventricules ne vont pas se dépolariser en même temps sur l'extrasystole, donc le QRS sera large et aura la même tête que ceux en sinusal, et aura pas la même tête que ceux en sinusal. Okay, ça, on s'en fiche. Donc par exemple ici, là, tout est régulé, tout est bien. La QRS précoce avec repos. Le QRS est fin, il a la même tête que ceux d'avant. C'est donc une extrasystole supraventriculaire. Et on reprend à nouveau QRS précoce avec repos. C'est donc une extrasystole. Le QRS est large, il n'a pas la même tête que ceux d'avant. C'est donc une ESV. OK. Ensuite, l'échographie cardiaque que vous réalisez est normale, ne montrant pas de cause obstructive, notamment pas de rac serré, ni de cardiomyopathie hypertrophique. Que décidez-vous de faire avec le patient? Alors, les recommandations vous disent qu'il y a des facteurs de haut risque dans la syncope qu'il faut connaître par cœur parce que la présence d'au moins un de ces facteurs impose une hospitalisation avec surveillance scopée, donc en UGIC ou en salle télémétrie. Ces facteurs de haut risque, c'est une syncope qui survient à l'effort, ou alors en position allongée, ou alors qui survient en présence d'une cardiopathie connue ou de la découverte d'un souffle. S'il y a des palpitations pré-syncope qui font du coup suggérer un trouble du rythme à l'origine de la syncope, s'il y a des anomalies à l'ECG, d'accord, des blocs ou quoi, qui suggèrent des troubles de conduction. Et voilà. Et la présence d'au moins un de ces facteurs impose une hospitalisation avec surveillance scopée en USIC ou sa télémétrie. Moi, mon conseil, c'est que si vous avez un doute à l'ECN, cochez hospitalisation systématique pour la syncope. D'accord? En gros, les syncopes qu'on n'hospitalise pas, c'est des syncopes vasovagales hypertypiques, mais à l'ECN, on ne va pas vous mettre un dossier avec une syncope vasovagale, sinon le dossier va s'arrêter à la question 3. D'accord? Forcément, on va vous mettre un ECG avec des anomalies. Donc, il y aura des anomalies ECG, des trucs, je sais pas, des blocs de branche, des hémiblocs, des trucs rigolos. Et donc, comme il y aura des anomalies, il faudra l'hospitaliser. Donc ici, hospitalisation en cardiologie avec surveillance scopée. Pose de pacemaker devant cette syncope avec bloc bifasciculaire à l'ECG suggérant un probable BAV3 paroxystique. Alors c'est faux, il faut objectiver une bradycardie sur un trouble de conduction de haut degré pour poser un pacemaker. Un bloc bifasciculaire à lui seul, ça ne suffit pas pour poser un pacemaker. Et donc les troubles de conduction de haut degré qui, si vous les avez, imposent la pose d'un pacemaker, c'est tout ce qui est supérieur ou égal à 2. Donc au moins un bloc sino-atrial 2 ou BSA3, ou au moins un BAV2 Mobitz 2 ou BAV3. Autrement dit, une syncope avec juste un bloc de branche, un hémibloc, un bloc bifasciculaire, un BAV1, même un BAV2 Mobitz 1, ça ne suffit pas pour poser un pacemaker. Ok? Et donc, ce qu'on appelle bloc de branche alternante, c'est ce que j'ai expliqué, c'est le bloc trifasciculaire. Ça, c'est un équivalent de BAV3. Donc, on pose le pacemaker. Vous décidez d'hospitaliser le patient en cardiologie pour surveillance scopée compte tenu de cette syncope avec trouble de l'ECG. La surveillance scopée de 72 heures ne montre aucun épisode de bradycardie significative ou de bloc atrioventriculaire de haut degré et on vous dit, que décidez-vous de faire? Alors, ici on a une syncope avec un bloc bifasciculaire. Quand on a un bloc bifasciculaire, donc par définition, les voies de conduction de notre patient sont altérées, puisqu'il a une branche droite coupée et une branche antérieure gauche coupée. Donc il suffit que de temps en temps, il bloque sa branche postérieure gauche, pour que du coup tout soit bloqué, qu'il fasse du BAV3 et qu'il tombe. Donc, chez ce type de patients qui ont des voies de conduction altérées, on suggère un probable BAV3 paroxystique. Donc, le patient, on l'hospitalise avec surveillance scopée pendant 48-72 heures. Et si pendant ces 48-72 heures, eh bien, on objective une, désolé, j'ai un bruit qui m'a fait peur, et on objective une bradycardie, eh bien, on posera le pacemaker. Si en revanche, pendant cette surveillance scopée, on n'objective pas de troubles de conduction de haut degré, eh bien, on ne l'abandonne pas. C'est-à-dire que là, le patient, vous l'avez surveillé pendant 72 heures.
Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait de BAV3 pendant 72 heures, qu'il n'en fait pas. Si par exemple il fait du BAV3 paroxystique tous les 5 jours, eh bien vous l'avez surveillé que pendant 3 jours, donc il n'en a pas fait, mais juste parce qu'il en fait tous les 5 jours. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, si on n'objective pas de BAV3 pendant la surveillance, on n'abandonne pas, on va faire une exploration électrophysiologique endocavitaire, qui, si elle est positive, eh bien on posera le pacemaker. Alors l'exploration électrophysiologique endocavitaire, l'idée, c'est qu'on va monter une sonde via la veine fémorale. Donc, on monte, tac, tac, veine cave inférieure, oreille droite. Et en fait, cette sonde, elle va mesurer le temps que met spontanément l'influx pour passer des oreillettes au ventricule. Elle va notamment mesurer le temps que met spontanément l'influx pour passer du faisceau de His au ventricule. D'accord? C'est ce qu'on appelle le temps HV, H pour His et V pour ventricule. Et si ce temps est au-delà de 70 millisecondes, chiffre à connaître pour le CN, eh bien, il faudra poser un pacemaker. Et le rationnel de ça, c'est qu'on se dit, OK, si l'influx met plus de 70 millisecondes pour passer du His au ventricule, alors que c'est genre collé, eh bien, ça veut dire que les voies de conduction, elles sont vraiment hyper altérées. Donc, c'est sûr que de temps en temps, le patient, il fait du BAV3. Et c'est ça le principe. Donc, si l'explo confirme un AG à plus de 70 millisecondes, on pose le pacemaker. Et si en revanche l'explo est négative, eh bien, c'est dans ce cas-là qu'on va implanter le Holter ECG implantable, ce qu'on appelle Reveal. L'idée, en fait, ça, c'est une petite clé USB qu'on va mettre sous la peau, au niveau du sternum, ici, et qui va enregistrer en continu le rythme du patient pendant 3 ans. Et l'idée, en fait, c'est que on se dit, OK, pour cette syncope, tant pis, j'abandonne. OK, donc le patient, il rentre chez lui avec ce Holter implantable. Et si jamais un jour, il refait une syncope, eh bien, on pourra interroger le Reveal et voir s'il y a eu une anomalie électrique qui a été la cause de la syncope. OK, c'est ça le principe. Je vous ai résumé en une diapo l'algorithme à retenir connaître par cœur pour le CN, d'accord, qui est le suivant. Une syncope avec des troubles de conduction à l'ECG, quels qu'ils soient, d'accord, que ce soit un bloc de branche, un BAV1, ce que vous voulez. Eh bien, on doit l'hospitaliser avec surveillance scopée, d'accord, pendant 48-72 heures. Si pendant cette surveillance scopée, on objective un trouble de conduction de haut degré, eh bien, on posera le pacemaker. Sinon, on fait une exploration électrophysiologique endocavitaire. Si elle retrouve un délai HV à plus de 70 millisecondes, eh bien, on pose le pacemaker. Sinon, eh bien, on va poser le Holter implantable qui, si un jour retrouve une bradycardie, eh bien, on mettra le pacemaker. OK? Ça reconnaître par cœur. Donc, réponse C, exploration électrophysiologique endocavitaire. Alors, je regarde s'il y a des questions.